Madame Lebrun, se prétendant être une petite mouche silencieuse, observait la scène. Carole tentait de diriger la séance avec ses connaissances fraîchement acquises en psychologie, mais la présence étouffante de sa mère rendait l'exercice impossible. Madame Lebrun interrompit immédiatement le processus en réclamant des étiquettes pour indiquer les noms de chacun. Carole, exaspérée, expliqua qu'il n'y avait pas besoin d'étiquettes. Une dispute éclata entre la mère et la fille. Madame Lebrun reprocha à Carole son manque de méthode, faisant une comparaison hasardeuse avec le pilotage d'un avion. La tension monta d'un cran. Madame Lebrun, touchée dans son orgueil, ressortit de vieilles histoires, évoquant un certain Tommy Lalancette, un amour de jeunesse de Carole qu'elle n'avait jamais approuvé. Elle rappela les détails humiliants de cette époque, accusant ce garçon d'être un bon à rien dangereux. Carole, blessée au plus profond d'elle-même, reprocha à sa mère de toujours saboter ses relations amoureuses et d'être la cause de son malheur actuel. Les mots dépassèrent leurs pensées. Carole, dans un geste de frustration, effleura le bras de sa mère. Madame Lebrun, dramatisant la situation à l'extrême, hurla qu'elle avait été frappée et agressée. Carole, n'en pouvant plus, quitta la maison en trombe. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Madame Lebrun, ayant accompli son œuvre de destruction massive, déclara qu'elle se sentait finalement beaucoup mieux et disparut à son tour. Restés seuls au milieu de ce champ de bataille émotionnelle, Bruno et Geneviève se regardèrent. Paradoxalement, cette crise familiale avait eu un effet cathartique. Bruno s'excusa sincèrement, reconnaissant qu'il avait tort de faire une scène pour l'emménagement. Geneviève, tout aussi désolée, admit ses propres torts. La communication était enfin rétablie. Dans un élan de tendresse et de courage, Bruno posa la question ultime. Il demanda à Geneviève si elle voulait l'épouser. Des larmes de joie dans les yeux, elle accepta sans hésiter. L'amour avait triomphé du chaos. Plus tard dans la soirée, Madame Lebrun se retrouva avec ses amies de toujours, Germaine et Margot. Elles échangeaient les derniers potins du quartier. La conversation dériva sur les déceptions amoureuses. Germaine raconta l'histoire désastreuse de la fille de Madame Dufour, qui était tombée sur un homme aux intentions douteuses. Elle débattait de la définition d'un véritable gentleman. Margot se remémora une anecdote traumatisante survenue au cinéma, lors de la projection d'un film célèbre. Un homme s'était assis à côté d'elle et avait eu un comportement extrêmement inapproprié au bout de seulement 5 minutes. Madame Lebrun écoutait ces histoires avec indignation, affirmant que c'était pour se protéger de ce genre d'individu qu'elle ne sortait jamais sans son pistolet à impulsion électrique. Les amis rirent de bon cœur, Germaine allant même jusqu'à plaisanter sur l'utilisation de certains objets intimes modernes, ce qui provoqua l'effroi amusé de Madame Lebrun. Le téléphone sonna, interrompant leur confidence. C'était la clinique externe. Madame Lebrun prit l'appel avec sérieux. Une confusion monumentale avait eu lieu. Le grand-papa, dans son état de fatigue, avait rempli un formulaire de don d'organes au lieu de s'inscrire pour des examens. Madame Lebrun, partagée entre l'exaspération et le soulagement, réalisa que la situation médicale n'était pas aussi désespérée qu'elle l'avait cru. Avant que la nuit ne se termine, Madame Lebrun fit un geste inattendu. Elle alla trouver Carole. La colère était retombée. Avec une douceur maternelle qu'elle cachait souvent sous sa rudesse, elle tendit un petit bout de papier à sa fille. C'était un numéro de téléphone, celui de Tommy Lalancette. Elle expliqua qu'elle l'avait obtenu par une amie, apprenant que sa femme l'avait quitté 2 ans auparavant, le laissant seul avec 2 petits-enfants. Elle suggéra à Carole qu'un petit appel lui ferait peut-être du bien. Carole fut touchée par ce geste. Elle remercia sa mère du fond du cœur. Madame Lebrun sourit, le regard plein de tendresse. Elle savait qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle était parfois trop présente, trop bruyante, trop protectrice. Mais elle savait aussi quelle était sa véritable nature. Elle n'était pas seulement une ménagère ou une marchande de légumes. Elle était une maman. Et c'est ce que font les mamans, elles veillent sur leurs enfants, coûte que coûte, avec tout l'amour de leur cœur. Sur cette pensée apaisante, elle souhaita une bonne nuit à la maison endormie, le cœur léger et l'âme en paix. La maison de la famille Lebrun respirait cette effervescence familière, celle des foyers qui ne connaissent jamais vraiment le silence. Au cœur de ce royaume au papier peint fleuri et aux bibelots chargés d'histoire, Germaine Lebrun régnait en maîtresse absolue. Un balai à la main,
elle s'activait avec une énergie que les années n'avaient pas réussi à entamer. « Bienvenue chez Madame Lebrun », semblait murmurer chaque recoin de la pièce, témoin de décennies de rires, de cris et d'amour inconditionnel. Soudain, un gémissement plaintif s'éleva du vieux fauteuil usé près de la fenêtre. C'était le grand-papa Adélard, le patriarche de 92 ans, dont l'humeur était aussi imprévisible que la météo d'avril. Germaine s'arrêta, s'appuyant sur le manche de son balai, et posa un regard bienveillant mais teinté de douce exaspération sur le vieil homme. « Qu'est-ce qu'il y avait encore, grand-papa » Le vieil homme, le visage froissé par le temps, se plaignit d'une voix chevrotante que cela faisait 3 jours qu'il ne dormait pas. Germaine lui répondit avec sa jovialité habituelle, tentant de le rassurer tout en reprenant son ménage. Elle lui expliqua qu'elle faisait juste un petit peu de ménage, qu'elle était d'ailleurs sur le point de prendre une petite pause. Elle se mit à rire d'elle-même, réalisant qu'elle prononçait le mot ménage comme si c'était une tâche extraordinaire, alors que c'était le refrain de sa vie. Elle jeta un coup d'œil à son tablier poussiéreux, s'exclamant qu'elle était bien sale et qu'il faudrait sans doute qu'elle songe à se nourrir. L'agitation du vieil homme redoubla, la tirant de ses pensées. Elle se souvint alors qu'elle avait oublié d'ouvrir la cage pour lui, une petite contrariété de plus dans la journée. Germaine secoua la tête, s'adressant à la fois au grand-père et à l'univers tout entier. Elle avait élevé 6 enfants toute seule, avec courage et détermination, mais elle devait bien admettre qu'aucun d'entre eux ne lui avait donné autant de fil à retordre que ce vieux bonhomme. Elle reprit le fil de ses réflexions, replongeant dans ses souvenirs de nettoyage. L'autre jour, monsieur le curé Saint-Pierre lui avait fait la surprise d'une petite visite. Il avait promené son regard sage tout autour de la maison, observant chaque détail, chaque meuble ciré, chaque bibelot épousseté. Il s'était tourné vers elle, un sourire respectueux aux lèvres, et lui avait dit que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient là une maison d'une propreté exemplaire. Germaine l'avait remercié chaleureusement, le cœur gonflé de fierté, mais dans son fort intérieur, elle n'avait pu s'empêcher de faire une réflexion amusée. Elle pensait qu'elle aimerait bien voir le désordre si c'était le bon Dieu qui devait s'occuper de tout cela tout seul, sans l'aide de ses mains expertes. Au fond, l'histoire de sa vie n'était pas bien compliquée. Elle avait passé son existence à faire du ménage, à prendre soin des autres. À l'âge de 18 ans, elle avait uni son destin à celui de Roger Lebrun. C'était son fils à lui, ce vieux grand-père grognon dans le coin de la pièce. Elle s'était mariée à cause de cette belle et bouleversante urgence que l'on appelle la grossesse. Et dès le lendemain des noces, elle avait attrapé le balai pour ne plus jamais vraiment le lâcher. La porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement familier, laissant entrer un souffle d'air frais et sa fille, Carole. La jeune femme, toujours pressée, salua sa mère d'un joyeux bonjour. Germaine la regarda entrer, l'œil pétillant. Elle lui fit remarquer que grand-papa avait l'air tout calme aujourd'hui, ce à quoi Carole répondit par l'affirmative, s'étonnant elle-même de ce silence inhabituel. Mais l'attention de Germaine se porta rapidement sur la tenue soignée de sa fille. Elle la taquina immédiatement, devinant qu'une grande sortie se préparait pour ce soir. Carole, levant les yeux au ciel avec un sourire gêné, tenta de minimiser la chose. Ce n'était pas un rendez-vous amoureux, insista-t-elle, c'était juste un petit verre tranquille. Germaine éclata d'un rire franc et sonore. Un petit verre tranquille, répéta-t-elle avec une ironie mordante. C'était exactement ce que tous les hommes disaient. Selon la philosophie maternelle de Germaine, ces messieurs pensaient que l'alcool était un outil magique pour faire tomber les résistances et les vêtements un peu plus vite. Carole pouffa de rire, habituée aux avertissements colorés de sa mère. Elle lui fit remarquer qu'elle avait le don de dramatiser les situations. Germaine, nullement démontée, poursuivit sa démonstration avec la vivacité d'une conteuse née. Elle expliqua qu'une seconde, on était en train de siroter un cocktail aux fruits exotiques avec innocence, et que la seconde d'après, on se retrouvait à la maternité, les 2 pieds dans les étriers, avec un médecin qui criait de ne pas pousser vers soi. Carole, rougissante mais amusée, assura à sa mère qu'elle avait parfaitement compris la leçon et qu'elle ferait attention. Voyant sa fille sur le départ, l'instinct nourricier de Germaine reprit le dessus. Elle lui proposa de lui couler un petit café avant qu'elle ne franchisse le seuil. Carole déclina l'offre avec douceur, expliquant qu'elle était déjà en retard. Germaine, toujours prompte à la riposte, marmonna que si cet homme avait peur qu'elle arrive en retard, il risquait lui-même d'arriver bien trop vite dans ses intentions. Elle jeta un dernier regard scrutateur à sa fille,
lui demandant de jurer qu'elle n'était pas en train